Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Je te retrouve sur ce podcast, Pierre, pour parler d'un sujet qui non seulement te tient à cœur, mais qui en plus est un outil, comme tu nous le disais dans l'épisode précédent, que j'invite toutes les auditrices et auditeurs à écouter parce qu'on y a développé beaucoup de choses. Donc tu nous disais que le sujet qu'on va développer aujourd'hui, la physique quantique, c'est un outil important, un outil de compréhension important pour notamment tous les sujets que tu développeras au sein de l'académie, tous les sujets qu'on peut développer et qu'on va développer sur le podcast, mais aussi de façon plus individuelle pour tout le monde, pistes de réflexion et des outils importants pour comprendre le monde qui nous entoure et le vivant. Donc on va parler de pourquoi s'intéresser à la physique quantique. Absolument. Donc la physique quantique, c'est un gros morceau, hein. C'est un gros pavé. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on a encore l'impression qu'on peut s'octroyer le luxe, parce que pour le coup, c'est vraiment un luxe, de ne pas s'intéresser à la physique quantique. C'est-à-dire qu'on a encore l'impression qu'on peut avoir le choix, que c'est réservé finalement à ceux qui font de la physique, hein, tout simplement, ou vraiment à des personnes qui s'intéressent à la physique sans forcément y travailler, mais que ça reste en fait dans le domaine de la physique. Or, ce que nous a démontré en fait la physique, c'est que, en tout cas la physique quantique, et d'ailleurs je rappelle quand même que la physique quantique, donc c'est une branche, c'est une extension en fait de la physique, et la physique, pour sa définition, en fait, c'est l'étude de la nature. D'accord ? Donc, en gros, c'est justement une question que je voulais te poser, peut-être justement en préambule de tout ce qu'on va dire après, de venir définir physique et de venir définir quantique, parce que finalement on entend partout physique quantique, mais rares sont les personnes qui savent vraiment à quoi ça correspond. Oui. Et moi la première il y a quelques temps en arrière. Oui, tout à fait. Donc en fait, la physique, hein, la définition de la physique, c'est l'étude de la nature. Donc globalement, c'est l'étude de notre environnement en fait. Donc de tout ce qui nous entoure. Et la physique quantique, donc elle tire son nom, donc quantique, elle tire son nom de quanta, qui est lié en fait à la quantification par laquelle en fait la révolution quantique est apparue. C'est-à-dire que au départ, c'était le départ souvent dans l'histoire est annoncé avec Planck, mais bon, nous on l'a vu que c'était bien antérieur. Et donc, en fait, Planck avait compris justement que l'énergie, en fait, s'échangeait de façon non pas continue, mais discontinue, c'est-à-dire par petits paquets. Donc, il y a une certaine quantification des échanges qui se font au niveau de l'énergie. Et ça, c'est ce qui a donné, en fait, le nom à cette physique, qui est une physique de la quantification. Voilà, c'est-à-dire c'est une physique discontinue. Ça, c'est juste pour la définition, en fait. En tout cas, d'où vient ce nom.
ensuite, de quoi elle parle? Eh bien, en fait, de façon un tout petit peu abusive, on considère que c'est la physique en fait de l'infiniment petit, c'est-à-dire des particules élémentaires et des éléments qui sont vraiment, en fait, qui sont invisibles à l'œil nu. Voilà. Et donc, on a une physique, on a des lois qui régissent le monde de l'infiniment petit, qui sont différents des lois qui régissent en fait notre échelle à nous. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une physique spécifique pour cette échelle-là. Ensuite, pour en revenir à l'importance, c'est que comme la physique quantique en fait décrit, c'est la science qui nous a permis en fait de comprendre l'atome. C'est la science qui nous a permis de comprendre pourquoi il y a des atomes et pourquoi les atomes sont tels qu'ils sont. Et de la même façon, il nous a expliqué les relations, les interactions que ces particules en fait peuvent avoir avec leur environnement et la façon dont, par exemple, les molécules par la suite peuvent apparaître. Donc finalement, ce n'est que la genèse du vivant. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est matière, c'est-à-dire tout ce qui est incarné, en fait, est d'abord régi par des lois qui sont issues de la physique quantique. D'accord ? Tout ce qui nous entoure. Donc, aujourd'hui, que ce soit pour comprendre les atomes, que ce soit pour comprendre les molécules, pour comprendre la chimie, c'est-à-dire que les interactions chimiques, par exemple les liaisons chimiques, très longtemps, on n'a pas compris comment est-ce que les liens se faisaient. Et en fait, c'est la physique quantique qui nous a permis de comprendre cela. Et donc, par extension, aujourd'hui, que ce soit le comportement de l'eau, par exemple, le comportement de l'eau, aujourd'hui est compris, en tout cas mieux compris, grâce justement au développement des principes de la physique quantique. Donc, aujourd'hui, le vivant serait totalement incompréhensible sans la physique quantique. Totalement incompréhensible. Mais déjà parce que la physique quantique est nécessaire pour l'émergence de la vie, et que c'est elle aussi qui permet en fait de pérenniser tous les mécanismes liés au vivant. Donc, oui. Non, je me disais que même si effectivement on a conscience de tout ça, de cette importance et des enjeux là que tu es en train de mettre en lumière, ça peut quand même faire peur. On peut se dire, mais finalement c'est réservé aux physiciens, c'est réservé aux mathématiciens, c'est réservé aux chimistes. Là, tu parles de chimie. Et du coup, comment, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde qui juste s'y intéresserait, serait curieux, comment on fait pour mettre un pied là-dedans? Mais justement, par poupée russe, hein, finalement, donc on partait des atomes, donc après par les molécules vont créer après des liens chimiques qui vont donner des organismes après de plus en plus complexes et de plus en plus importants en termes de volume. Et donc, aujourd'hui, si on veut arriver à comprendre non seulement le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le monde dans lequel nous évoluons, mais aussi nous, en tant qu'êtres vivants, la façon dont nous fonctionnons, nous ne pouvons pas en fait faire l'économie de la physique quantique. Quand on parle de la physique quantique, on ne parle pas... alors, effectivement, d'un point de vue purement scientifique, la physique quantique, c'est d'abord et avant tout un formalisme, c'est-à-dire des équations. Donc ça, je te rejoins totalement. En revanche, les implications et comprendre ce que dit la physique quantique et ce qu'elle ne dit pas a beaucoup à voir en fait avec la nature de la réalité, c'est-à-dire a beaucoup à dire sur ce que nous projetons en fait de notre environnement, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Parce que, comme on l'avait vu dans le cours sur la relativité, les lois scientifiques, en fait, sont complètement contre-intuitives. C'est-à-dire que nous n'y avons pas accès facilement avec la simple observation, comme l'avait précisément relevé Galilée, et non pas, mais beaucoup plus par une forme de réflexion et de tentative en fait de contraindre ce que l'on observe par rapport à ce qui est vrai, et donc par l'expérimentation.
Et ça, en fait, avec la physique quantique, on touche à une forme de quintessence à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est, à ce jour, le modèle le plus contre-intuitif qui puisse exister. C'est-à-dire qu'il est complètement à l'opposé de ce que nous vivons, nous, à notre échelle. Et comme nous avons tendance à penser que ce que nous vivons à notre échelle est quelque chose de valable de façon absolue, c'est très important en termes de représentation de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Et ça nous positionne, c'est-à-dire ça nous met dans une posture complètement différente. D'accord ? Parce que si on accepte l'idée, effectivement, que ce qui, par exemple, n'est pas visible à l'œil nu, donc qui est régi par la physique quantique, régit par ces lois la plus grande partie des phénomènes qui ont lieu dans ce qui est visible, mais en fait, on est obligé de se rendre compte et d'accepter que finalement, l'invisible, à l'œil nu, je parle, l'invisible pour nous, le non observable à l'œil nu, a plus d'influence que le visible. Et que donc, le visible est contraint, n'est que la conséquence de ce qui se passe dans l'invisible. Donc en fait, vous êtes en train d'observer, quand vous regardez le monde, une conséquence et non pas une cause. Donc si vous voulez avoir un accès pour vous représenter le monde de façon un petit peu plus objective, pas de façon vraie, mais de façon plus objective par rapport à ce que l'on sait, en fait on est obligé de passer par les implications de la physique quantique. Et c'est pour ça, justement, alors je sais que tu as utilisé tout à l'heure le terme de révolution, mais dans le sens où c'est révolutionnaire. Ouais. Et puis, parce que c'est un terme qu'on connaît bien. Mais quand on creuse, justement, d'un point de vue sémantique, quand on creuse le terme de révolution, je sais qu'il ne te plaît pas lorsqu'on parle de physique quantique, parce qu'on est plus sur une évolution, parce qu'on est sur quelque chose, justement, qui clive avec ce qu'on avait avant, et alors, qui permet d'expliquer... Justement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que on est face véritablement à une révolution et il est malheureusement trop souvent cité comme une évolution. C'est-à-dire que je l'ai pensé à l'envers et je l'ai dit à l'envers. Oui, c'est l'inverse. Okay. C'est-à-dire que encore en 2023, il y a des personnes qui vont te parler de la physique quantique en considérant que ce sont simplement quelques bizarreries que l'on va rajouter à un modèle que l'on connaît déjà, qui est, par exemple, la mécanique de Newton. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la mécanique de Newton, en fait, mais avec quelques bizarreries. Des choses un peu bizarres. Et c'est tout. Mais non. Non. Ça, c'est une évolution, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, la relativité d'Einstein, c'est, même si c'est une révolution à certains aspects, c'est une évolution par rapport à la mécanique newtonienne. Parce qu'elle prend le modèle mécanique de Newton et elle le dépasse. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ses limites pour le dépasser. D'accord ? Par contre, la physique quantique, et c'est là où c'est complètement fou, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que toutes les images que l'on va pouvoir créer, nous, pour créer des formes de métaphores ou pour essayer de s'approcher de ce qui se passe, en fait, seront fausses. Parce que les images que notre cerveau, en fait, est capable de créer s'appuient sur un fonctionnement qui n'a plus lieu, en fait, qui n'a plus cours à l'échelle quantique. Et donc, on est, en fait, c'est comme si tu passais de l'anglais au chinois. Le chinois, c'est pas un peu d'anglais sur lequel tu rajoutes. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'anglais qui parle pas du tout chinois, le chinois, il va rien comprendre. Rien. D'accord ? Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la physique quantique, et c'est pour ça que dans l'histoire des sciences, c'est quelque chose de totalement inédit. C'est parce que c'est inédit qu'on parle de révolution. Ok. Oui, mais c'est inédit parce que justement, on ne passe pas de quelque chose à quelque chose qu'on améliore. C'est-à-dire qu'on transforme tout, on change les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on change le contenant. On ne change pas que le contenu, on change le contenant aussi. On change tout. En fait, c'est comme si on changeait de monde.
On change d'univers, on ne peut plus... parce qu'on pense toujours l'évolution des sciences comme quelque chose où on progresse de façon comme ça ponctuelle, mais pour la physique quantique, ce n'est pas le cas. On est dans un monde extrêmement, extrêmement à part. Ce qui fait que le langage utilisé pour la physique quantique, bien en fait, ce sont les mathématiques. Et c'est pour ça que c'est essentiellement un formalisme. Quelqu'un qui veut vraiment comprendre les implications du formalisme, il est obligé de parler les mathématiques. Si tu parles uniquement l'anglais, le français ou autre, tu ne peux pas. C'est impossible. Et c'est ça qui montre que c'est véritablement une révolution. Pour comprendre le travail qu'a fait Einstein avec le paradoxe EPR, d'accord ? Donc je ne sais pas du coup si on peut en parler ici pour les gens qui n'ont pas forcément la référence, mais le paradoxe EPR, le papier qu'Einstein avait fait avec Rosen et Podolsky, ils l'ont fait à partir d'un raisonnement, mais qui s'appuie sur des mathématiques. Et donc, on peut mesurer vraiment ce que nous dit la physique quantique qu'au travers de la lecture, justement, des mathématiques. Mais une fois qu'on a fait ça, cela nous dit des choses sur la réalité, en fait, qu'on est en peine, en fait, à mesurer. On a du mal à comprendre. Et c'est là où il y a aussi une incompréhension dans la physique quantique, parce que souvent, on nous ressort cette fameuse phrase de Richard Feynman qui disait que, en gros, que personne ne peut comprendre la physique quantique, en fait. Que si vous l'avez comprise, en fait, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Donc, il y a une espèce de truc comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai. Parce que la physique quantique, elle est absolument, absolument bien comprise, et c'est d'ailleurs l'un des modèles qui est le mieux compris, parce qu'il s'appuie sur le formalisme. C'est-à-dire que son formalisme, il est parfaitement compris, d'un point de vue mathématique. En revanche, là où on a vraiment une incompréhension et une difficulté, et je pense que c'est à ça que Richard Feynman faisait référence, c'est sur son interprétation. C'est-à-dire qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, et c'est le travail qu'a fait donc Einstein avec ce papier EPR, et donc du coup, à la fin du papier EPR, on trouve justement ce principe de l'intrication. Et donc, exprimer le principe de l'intrication d'un point de vue rationnel, nous, à notre échelle, on n'y arrive pas. Ça fait des nœuds dans le cerveau, on n'arrive pas à se le représenter, on n'arrive pas à... Tu vois, c'est un petit peu comme les concepts de l'infini, en fait. C'est des choses, c'est en mots, ouais, comme l'intrication. On essaie de discuter, mais ce sont des concepts qui sont extrêmement difficiles à appréhender parce qu'ils dépassent en fait le simple verbe. Alors qu'on peut le lire avec les mathématiques. Exactement. Mais les mathématiques, voilà, c'est le langage en fait. Bon, après là, ça pose évidemment la grande question qu'on abordera au sein de l'académie, qui me tient énormément à cœur, qui est le statut des mathématiques en physique. Ça c'est une grande question fondamentale. Mais bon. Du coup, effectivement, les mathématiques, en tout cas, là, nous montrent qu'eux peuvent discuter avec la physique quantique et nous dire des choses et nous prédire des choses avec une précision qu'on n'a jamais obtenue dans une autre discipline. Mais du coup, j'ai quand même envie de revenir sur le fait que même si on ne maîtrise pas les mathématiques et même si on ne maîtrise pas ce formalisme-là, on peut quand même mettre un pied dans la physique quantique. Totalement. Et qui a moyen d'y arriver, déjà d'y trouver de l'intérêt, et ça tu nous en as parlé là depuis presque 20 minutes, sur l'enjeu, sur l'importance, et ça c'est une source de motivation qui est déjà intégrale en tant que telle, mais aussi comment on y vient, comment on peut s'intéresser à ça lorsqu'on n'a pas de base de formalisme, et que finalement on arrive un peu neuf en découvrant tout ça. Alors, nous, ce qu'on étudie dans la physique quantique et ce qu'on va étudier, bien entendu, ce n'est pas le formalisme. Le formalisme, c'est vraiment réservé à ceux dont c'est le métier et à ceux qui ont un gros bagage mathématique. Et que moi, je n'ai même pas. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les mathématiques exprès pour ça, mais j'atteins très, très, très rapidement mes limites par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai ce dont moi j'ai besoin à mon niveau pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt dans l'histoire de la physique quantique, elle n'est pas là, elle se trouve en fait dans son histoire. Elle se trouve dans son histoire.
Parce qu'elle représente encore une fois le cheminement de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de montrer comment on arrive à dépasser des cadres conceptuels forts en comprenant les limites du modèle qui les précède. C'est toujours la même chose. Et de comprendre que la physique quantique n'est pas tombée du ciel comme ça, et que c'est pas juste 5 gars qui se sont rencontrés, qui ont discuté, et qui ont changé. Non, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, au départ, tout le monde, toi qui connais l'histoire maintenant, parce que je vous ai fait le cours, tout le monde était dérouté et personne ne s'attendait à ce qui allait arriver, et personne n'y croyait. Planck, au début, non seulement il n'y croyait pas, mais il ne voulait pas y croire. Einstein, derrière, a commencé à y croire à la place de Planck, d'accord, mais parce qu'il n'avait pas encore mesuré les implications. Et à partir du moment où il va mesurer les implications, il ne voudra plus y croire. Et ce n'est qu'après Bohr qui va être le premier à comprendre, à réaliser que, à l'échelle de l'infiniment petit, il existe en fait une physique différente de la nôtre. Mais là où en fait les équations leur disaient tout, à Planck, à Einstein, ils leur disaient, ils ne voulaient pas y croire. Donc on n'est pas face à des gens où ça s'est fait simplement, où ils sont tombés sur un truc, ils ont dit génial, c'est incroyable. Non, 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 non. Ils ont résisté, ils n'ont pas voulu y croire et ça a été une bataille. Et ça, c'est riche en fait d'enseignement parce qu'aujourd'hui, nous faisons exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que nous résistons face à certaines choses parce que nous ne voulons pas dépasser un certain niveau de croyance. Et nous voulons que le monde ressemble à quelque chose. Et donc, quand il nous dit autre chose, ben, en fait, on résiste. Et c'est là où Bohr, en fait, a été vraiment un véritable scientifique, un véritable génie, parce que lui a essayé d'être le plus neutre et le plus objectif possible, et a permis que la fameuse interprétation de Copenhague se fasse, et que du coup, derrière, on puisse construire tout le formalisme quantique qui s'est développé par la suite. Donc, la première chose qui est intéressante pour les gens, pour les personnes lambda, si tu veux, par rapport à la physique quantique, c'est d'abord de voir que dans l'histoire, l'histoire des sciences, comment elle se construit et que l'évolution des idées ne se fait pas toujours comme on le pense. Et que nous-mêmes, nous avons des partis pris et que nous devons être vigilants par rapport à ça. Ensuite, il y a la démystification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'interprétation farfelue de la physique quantique qui est utilisée pour justifier tout et n'importe quoi. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Et donc, la meilleure façon de répondre à ça, c'est quoi? C'est pas de dire tu dis n'importe quoi, voilà. Non, c'est de savoir pourquoi l'autre dit n'importe quoi. D'accord? Donc, d'avoir les outils pour comprendre que, effectivement, quand une personne dit ça, c'est de l'interprétation personnelle et qu'il n'y a aucune contrepartie dans la réalité. Voilà. Parce que la physique quantique, elle nous dit des choses et elle nous interdit aussi de dire d'autres choses. Mais il faut savoir lesquelles et il faut surtout savoir pourquoi. Ce qui évite de faire des raccourcis. Voilà. Et pour soi-même avoir un argumentaire et pouvoir se dire, voilà, ok, oui, on a cette physique quantique aujourd'hui qui est omniprésente, qui explique beaucoup de choses, et donc je dois pouvoir savoir comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des discours, quand ils n'ont pas forcément de contenu, utilisent ça comme argument, et qui n'est pas toujours très, très bien. Et c'est pas malveillant de la part des personnes, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont aussi parfois mal compris, comme moi j'ai pu mal comprendre aussi à certains moments. Mais du coup, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on soit un petit peu plus précis, en fait, sur ce qu'on dit et la façon dont c'est dit. Et ça, l'histoire des sciences et la physique, du coup, nous le dit. Et ça, d'obtenir pour les gens cet outil-là, va donner vraiment des outils efficaces pour faire face, que ce soit à des conférences, que ce soit à des lectures. Voilà, ils pourront faire le tri. Alors, ils ne comprendront pas tout, mais ils sauront que là, ce qu'ils lisent, voilà, ça veut dire ça, mais attention parce qu'il y a ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui lisent un ouvrage ou un article sur la physique quantique, mais ils sont obligés de tout croire en fait sur parole. Ils n'ont aucun outil pour prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Alors que les gens qui ont écrit ça sont des humains en fait. Et comme ce sont des modèles explicatifs, ils peuvent eux aussi faire des erreurs d'interprétation. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs.
Tout le monde. Et c'est normal. Et ça, il faut l'accueillir, en fait, l'erreur. Le but, c'est pas de dire, ah, t'as fait une erreur. Non, non. C'est de façon humble de comprendre pourquoi, à un certain moment, certaines choses peuvent être erronées. Et ça fait partie des outils que vraiment je souhaite développer, non pas pour dire que la physique quantique, c'est quelque chose de plus ou de moins. On n'est pas dans la comparaison. Non, aujourd'hui, c'est un outil qu'on ne peut pas, c'est incontournable. Et donc, si vous voulez pouvoir faire face à tout ce que le monde aujourd'hui nous propose, vous devez être outillé, en fait. Vous devez être outillé. Et ces outils-là, elles s'apprennent au travers de l'histoire, justement, de la physique quantique, sans avoir à parler du formalisme. Le formalisme, quand on l'étudiera, c'est vraiment pour la culture personnelle. Donc, il n'y a aucune équation à retenir, rien du tout. Donc ça déjà, c'est une partie qui est fondamentale. Et la deuxième partie, évidemment, elle est philosophique, elle est métaphysique, sur la grande question, justement, sur la nature du réel. D'accord ? Donc le grand débat entre Einstein et Bohr, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est inégalé dans l'histoire des sciences. Tu vois, le cours que je vous avais fait, je l'avais appelé l'Odyssée de la physique quantique. Mais c'est véritablement une Odyssée. D'accord ? C'est incroyable. Il y a des rebondissements, c'est complètement fou en fait. Il faut vivre ça. Moi d'ailleurs, quand je vous l'avais raconté, un peu comme un film. Hein. C'était vraiment pour vous maintenir en haleine, mais parce qu'il y a du scénario en fait. Il y a de quoi ? Il y a de la matière. Matière. Et justement, j'aimerais profiter de cette question pour changer un petit peu les règles usuelles. Même si je ne les maîtrise pas totalement dans le cadre du podcast, pour justement faire profiter du fait que tu es fait toi-même partie, Aurélie, de mes élèves pour suivre la formation justement sur la physique quantique. Et donc, toi, nous exprimer à ton niveau ce que ce cours, en fait, a pu t'apporter, d'une part, de façon personnelle, et ensuite, à quel niveau est-ce que ça a pu te surprendre là où tu ne l'attendais pas forcément ? Ok, tu me redonnes la balle, Pierre, d'accord. Alors moi, je vais démarrer en disant que quand j'ai démarré avec toi sur ce cours de physique quantique, j'avais vraiment aucune notion de ce que même pouvait être la physique quantique. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un petit clin d'œil parce que je débarquais complètement, hein, pour le dire simplement. Je me demandais même quel lien ça pouvait avoir avec finalement tout le reste des cours qui font partie de la formation au CNH. Et c'est pour ça que cette question de pourquoi s'intéresser à la physique quantique, elle me tenait tant à cœur, parce que c'est avec toi que je l'ai découvert, notamment au cours de toutes ces heures qu'on avait passées ensemble. Et j'ai pris des claques en fait de compréhension, déjà que j'étais ignorante des choses fondamentales de ce qui m'entourait. Qu'effectivement il y avait ce décalage, comme je le disais dans le précédent épisode qu'on avait enregistré ensemble, ce décalage entre ce qu'on a su, ce qu'on sait, et puis ce qui fait partie des informations et du savoir qui nous est transmis aujourd'hui. Comment passer à côté de toutes ces choses ? Ça, c'était une vraie claque pour moi. C'est ça. Et après, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'effectivement, il y a énormément de personnes, de grands noms qui sont rentrés en compte dans toute cette odyssée, comme tu le disais très bien. Et puis que chacun est venu mettre finalement sa pierre à l'édifice, et souvent en voulant prouver l'inverse de ce que ils venaient prouver. Et finalement, dans leur travail, ça prouvait l'inverse, alors qu'ils étaient venus avec une autre idée. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé très marquant. Et puis effectivement, ce débat d'idées, ce débat philosophique entre Bohr et Einstein, où il y avait une sorte de ping-pong avec un truc de pensée, j'ai perdu le mot. Les expériences de pensée que Einstein notamment mettait et puis que Bohr venait déconstruire derrière. Ouais. J'avais aussi, ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'est que finalement sur cette dernière expérience de pensée, donc avec l'article EPR, Bohr avait avait compris que c'était faux, sans pouvoir concrètement dire, et je m'imaginais dans la frustration dans laquelle il devait être, et que finalement ça a été prouvé plusieurs décennies plus tard qu'il avait raison, mais lui ne l'aura pas vu. Excuse-moi Aurélie, je te coupe, mais tu vois, tu m'en parles là, moi j'en ai des frissons en fait.
Ce truc-là, pour moi, mais c'est complètement fou, en fait. Cette histoire, c'est les gens, mais en fait, ça devrait être enseigné à l'école, en fait, ce truc-là. Mais vraiment. Parce que il y a tout. Il y a tout. Il y a la notion d'intuition, mais tout est là, en fait. Tout est là. Vraiment, c'est incroyable. Excuse-moi, je te laisse terminer parce que... Non, mais t'as raison. Et puis en plus, c'est justement avec cet enthousiasme-là que tu nous l'as transmis. Donc forcément, ça a marqué quelque chose d'important pour moi dans cette découverte, hein, parce que comme je le répète, je venais, c'était une feuille vierge. Donc j'avoue que au travers de toute cette histoire que tu avais posée dans ton cours, ça a permis non seulement de m'apporter des choses concrètes, de l'information vraiment concrète, mais il y a aussi tout cet enthousiasme que tu transmets et qui permet de fixer des choses et de comprendre comment ça s'est construit petit à petit. Et effectivement, ce qui m'a aussi marqué, mais pour le coup de façon globale, c'est, et on l'a revu dans la relativité générale, c'est combien les choses se répètent en fait. Et que c'est très important justement d'avoir cette vue sur ce qui s'est passé de façon historique pour tirer au maximum les leçons et pouvoir se positionner différemment, réfléchir différemment et du coup agir différemment aussi. Et donc ça, je trouve que c'est une grande leçon de toute cette odyssée sur la physique quantique. Absolument. Mais tu vois, je pense que tu en parles mieux que moi en fait, hein. Parce que Mais oui, parce que c'est exactement ça. Moi, je suis persuadé que c'est une histoire qu'il faudrait raconter à tout le monde, qu'il faudrait raconter aux enfants, et qu'il faudrait vraiment pouvoir populariser au maximum, en fait. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, mais moi, j'ai de la chance d'avoir vraiment d'être passionné, et qu'à chaque fois, je pourrais le faire, en fait, je pourrais faire ça tous les jours, quoi. Raconter l'histoire de la physique quantique, c'est tellement fou et tellement merveilleux en fait de la façon dont ça s'est passé de façon globale, comme notre objectif au sein de l'académie, c'est quand même de mieux appréhender le vivant, c'est-à-dire de façon plus objective. On a bien conscience en fait que la biologie en fait du XXIe siècle sera essentiellement quantique. C'est-à-dire que les implications de la physique quantique qui apparaissent petit à petit de façon extrêmement lente dans les sciences de la vie, en fait, c'est elles qui vont emmener les plus grands changements. Et là, on est vraiment à un carrefour actuellement qui fait que plus on sera nombreux à intégrer et à comprendre les implications de ce que l'on sait, plus vite, en fait, on arrivera à accéder et à penser, en fait, le monde et le vivant autrement. Et du coup, l'idée, l'objectif, c'est quand même au final, non pas de rentrer dans quelque chose d'absolu, c'est plus d'arriver à obtenir une autonomie personnelle dans la pensée, mais aussi dans l'action. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de consentement éclairé, par exemple, en fait, il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie, parce que le consentement éclairé, tu l'as que si tu as les outils pour comprendre ce qu'on te dit, et pour comprendre quels sont les enjeux. D'accord ? Mais aujourd'hui, par exemple, qui est capable, moi je le vois au cabinet tous les jours, mais par exemple, quand tu vois les bilans, par exemple, d'analyse, les bilans d'analyse, mais moi, tous les jours, j'ai des gens qui viennent et qui me demandent de leur lire parce que ça ne leur parle pas du tout. Et on va leur dire, oui, au vu des examens là, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Mais ils font confiance, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune capacité de savoir dans ce qui est dit, quel est l'ordre d'interprétation de la part du professionnel, quel que soit le professionnel, et quel est le niveau de certitude, en fait, que l'on a. Voilà. Et donc, il n'y a pas de consentement éclairé. En fait, il y a juste de la confiance et parfois, malheureusement, de l'abus de confiance. Et l'abus de confiance, il a lieu aujourd'hui de façon un peu généralisée. C'est-à-dire que du fait que beaucoup de gens ignorent ou n'ont pas les éléments justement pour pouvoir réfléchir sur ce qui est dit, en fait, les gens se permettent parfois d'être moins regardants sur la qualité de ce qu'ils disent et d'être un petit peu moins critiques sur ce qu'ils disent.
Parce que si tout le monde avait les outils pour pouvoir critiquer ce que les gens disent, ah ben là, tout le monde serait hyper rigoureux et voilà, on serait beaucoup plus honnête intellectuellement. Mais là, il y a une espèce de laisser-aller parce qu'on sait que les gens derrière ne vous reprendront pas. Et quand il suffit que vous saupoudrez un petit peu de physique quantique ou que vous parliez de, je sais pas, de saut quantique ou quoi, ça parle à tout le monde sans que personne ne sache de quoi il s'agit. Et ça, moi, j'ai horreur de ça, en fait. J'ai horreur de ça parce que c'est irrespectueux, en fait, non seulement pour les gens qui l'entendent, mais aussi pour la personne qui emploie ce terme-là, parce que ça existe, il y a quelque chose, et du coup, en lui donnant des propriétés qu'il n'a pas, ben, en fait, on le méprise. On le méprise. Et j'aime pas quand on méprise le savoir. Le savoir, c'est un bien qui est précieux, c'est un bien qui nous appartient à tous, mais qui, à mon sens, est vraiment un don. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir apprendre en tant qu'être humain. Et ça, c'est pas quelque chose qui nous est dû. D'accord ? Donc, se donner le luxe de mépriser comme ça le savoir, pour moi, c'est très gênant. C'est très, très gênant. Et donc, j'aimerais lutter à mon échelle contre ça. Et il y a quelque chose que j'aimerais bien rajouter, qui fait aussi écho à ce que tu viens de dire, c'est que ça permet aussi à titre individuel de venir se challenger, le fait que ce soit un sujet justement qui soit alors déjà pas connu, du coup pas enseigné, je veux dire, pour le grand public, qui soit en plus avec des fondements de formalisme, donc on se dit que finalement c'est pas vraiment fait pour soi, mais pour les personnes qui comprennent le terme d'hormèse, et tu nous l'avais dit, notamment lors du premier cours que tu nous avais fait, que c'était une hormèse mentale. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose de précieux, c'est-à-dire au-delà de finalement tout ce que tu viens de dire, le fait de se challenger et de s'autoriser à être dans une zone d'inconfort complète, d'aller chercher plus loin et de se dire qu'à un moment donné, on comprendra quelque chose. Je trouve que rien que ça, c'est aussi une richesse et on peut pas l'avoir sur tous les sujets. Mais là, sur les sujets tels que la physique quantique, ça s'y prête aussi beaucoup de venir aller se trouver ses limites, de se dépasser. C'est quelque chose que finalement, on a peu dans le quotidien, en fait. Chacun reste toujours dans sa zone de confort, en fait. Oui, et qu'on n'entretient pas suffisamment, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'impression de comprendre tout de suite, en fait, il faut passer à autre chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une consommation, alors que le véritable apprentissage profond, il se fait essentiellement de façon inconsciente. Tu vois, et puis, en plus, par rapport à ce que tu dis, je suis bien placé pour le savoir, parce que moi, je suis comme Obélix, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je te renvoie à mon anecdote par rapport à la relativité. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans les sciences adolescent en achetant un magazine que j'ai lu tous les jours quasiment pendant 2 ans et que je n'ai pas compris. Mais je sentais qu'il se passait quelque chose d'important. Et je laissais en fait toute cette partie de mon être en fait s'infuser au travers de ce que j'interagissais en fait avec le magazine. Et c'était simplement au niveau mental, conscient, que je comprenais pas. Mais cette partie mentale consciente, ce n'est qu'un aspect en fait, ce n'est qu'un tout petit pourcentage de l'apprentissage. Le plus important, il n'est pas là. Le plus important, justement, encore une fois, il est dans le subtil, il est dans l'invisible, il est dans quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est pour ça que j'attribue en fait autant d'importance en fait au présentiel pour la transmission, parce que justement, il se passe des choses dans la transmission présentielle qu'il n'y a pas au travers des interfaces, et du coup, sans s'en rendre compte, il y a des éléments qui ne s'engramment pas dans notre corps, et du coup des idées qui ne peuvent pas émerger par la suite. Bon, Pierre, tu fais le pont là avec ton magazine sur la relativité générale. Je te propose qu'on en reste là pour la physique quantique et que justement on bascule sur un autre épisode pour parler de la relativité générale, parce qu'en plus d'un point de vue historique, ce sont quand même des choses qui sont arrivées en même temps et on peut pas décortiquer la physique quantique sans aller s'intéresser à la relativité restreinte et relativité générale. Donc on se donne rendez-vous au prochain épisode, ça te va ? C'est parfait, merci beaucoup Aurélie. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus.
En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi, ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.